Bienvenue au cours Logique et structure discrète sur l'Internet, le cours du 11 décembre 2019. Je vais maintenant vous donner ce cours en vous rappelant ce que nous avons fait la semaine dernière. Donc, on a commencé la semaine dernière avec l'étude de similitude et on a commencé l'exemple de Wikipédia qu'on n'a pas pu terminer. Donc, je vous rappelle le principe de similitude dans deux nœuds d'un réseau social sont amis, c'est parce qu'il y a quelque chose en commun entre ces deux personnes. Par exemple, ça peut être deux membres d'un même club de karaté. Après, nous avons donc fait une extension du graphe social pour créer les graphes d'affiliation sociale qui contient deux types de nœuds, des personnes, mais aussi des foyers d'intérêt. Et un foyer d'intérêt, en fait, c'est une raison pour la similitude de deux personnes qu'on met dans le graphe, comme ça on peut raisonner avec. Et après, on a vu trois formes de fermeture pour faire évoluer ces graphes. Par exemple, la fermeture triadique, premièrement, si on a deux personnes qui ont un ami en commun, elles peuvent devenir amies. Ça, c'est la fermeture triadique. La fermeture focale, ce sont deux personnes qui sont membres d'un club de karaté, eh bien, peuvent devenir amis parce qu'ils ont un foyer d'intérêt en commun, ils ont un intérêt en commun, une similitude. Et après, la troisième fermeture, c'est par rapport au foyer d'intérêt. Si je suis ami de quelqu'un qui est dans le club de karaté, je pourrais devenir membre du club de karaté. Ça, c'est la fermeture d'adhésion. Et après, la semaine dernière, on a vu quelques expériences qu'on a menées avec des réseaux dans le monde réel, des grands réseaux sociaux, pour mesurer l'effet de ces trois formes de fermeture. Par exemple, on a vu un réseau email entre 22 000 étudiants sur un an, ou aussi un réseau social qui s'appelle LiveJournal. Donc pour ça, on a donc vu ça la semaine dernière. Et on a vu aussi rapidement qu'en fait, qu'il y a deux mécanismes à l'origine de la similitude. Il y a ce qu'on appelle la sélection, c'est une personne qui sélectionne ses amis, c'est un facteur intérieur, et il y a l'influence sociale, c'est une personne qui s'aligne avec un groupe duquel elle est membre, ça c'est un facteur extérieur. Donc il y a deux facteurs, intérieur et extérieur. Normalement, il est un peu difficile de distinguer ça. Ce sont des choses qui se passent dans la tête des gens. C'est un peu difficile à regarder dedans. Donc, il est difficile à distinguer ces mécanismes. Mais actuellement, avec les grands réseaux sociaux et toutes les traces des activités que nous avons sur ces réseaux sociaux, on peut faire des expériences sociologiques nouvelles qu'on ne pouvait pas faire avant avec ces expériences. À cause de ces expériences, on peut donc mesurer l'effet de sélection par rapport à l'influence sociale. Et on a mené une expérience intéressante avec Wikipédia pour quantifier la différence entre les deux mécanismes sélection et influence sociale. Donc Wikipédia, que vous connaissez certainement, c'est une encyclopédie organisée en un grand graphe de pages web avec des liens entre eux. Donc il y a énormément d'informations dedans et c'est mis à jour continuellement. En fait, Wikipédia, le graphe d'une Wikipédia est créé et mis à jour continuellement par une équipe de rédacteurs bénévoles. Chaque rédacteur est spécialiste dans un domaine particulier. Par exemple, il est physicien en mécanique quantique ou il est spécialiste des films de Stanley Kubrick ou quelque chose de ce genre. Et donc chaque rédacteur s'occupe des pages dans sa spécialité. Il est possible qu'une page soit écrite par plusieurs rédacteurs. Dans ce cas, les deux rédacteurs collaborent entre eux et ils communiquent entre eux dans un chat room pour se mettre d'accord sur les modifications à faire sur la page. Donc, en fait, ils discutent entre eux, ils se mettent d'accord pour quelle est la bonne manière de modifier la page. Mais ça reste exceptionnel. La plupart des rédacteurs ne communiquent pas ensemble parce qu'ils n'ont pas de page en commun. Le spécialiste de mécanique quantique et le spécialiste de Saint-Augustin, ils n'ont peut-être pas de page en commun.
Donc, on peut mesurer la similitude des deux rédacteurs. D'abord, on peut définir un chiffre, une quantité qui correspond à cette similitude. Donc, entre deux rédacteurs A et B, on peut définir le nombre de pages modifiées par A et B, pour lequel ils sont tous les deux des rédacteurs, divisé par le nombre de pages modifiées par l'un ou l'autre, ou les deux. Et donc, si les deux rédacteurs n'ont aucune page en commun, la similitude sera 0. S'ils font exactement le même ensemble de pages, la similitude c'est 1. Donc ça ressemble à une autre quantité qu'on a vue dans le cours qui s'appelle chevauchement des voisinages. Donc on peut donc, pour toutes les paires de rédacteurs, mesurer la similitude en fonction du temps, en nombre de modifications de pages. À un moment donné, deux rédacteurs qui ne se connaissaient pas vont modifier la même page et à ce moment précis vont se rencontrer sur le chatroom. Donc, on peut dire qu'à ce moment précis où les deux rédacteurs se rencontrent, c'est l'effet d'influence sociale qui commence. Avant ce moment, il n'y avait que l'effet de sélection parce qu'ils ne se connaissaient pas. Si on regarde la figure 4.13, donc on va regarder cette figure-là, ce qui vient du livre, on voit un graphique et le point 0 en bas, c'est le moment précis où deux rédacteurs se rencontrent. Et en fait, on fait la moyenne entre toutes les paires de rédacteurs pour dessiner ce graphe. À gauche, sur l'ordonnée, sur le Y, il y a la similitude entre rédacteurs. Et on voit comment ça se passe. Donc, à gauche du point 0, les rédacteurs ne se connaissent pas. Et donc, toute correspondance entre eux, c'est un effet de sélection. C'est la volonté de chaque rédacteur de faire quelque chose. Et on voit que, en fait, ce sont deux rédacteurs dont la similitude augmente. Peut-être que ce sont deux spécialistes en physique qui se rapprochent dans leur spécialité, ça augmente, et tout d'un coup, ils se rencontrent à un moment donné. À partir de ce moment-là, ils interagissent directement sur le chatroom et donc il y a une influence sociale. Chaque rédacteur va tenir compte des idées de l'autre, de son groupe, de deux rédacteurs. Il ne va pas faire que ce qu'il pense lui. Donc si on voit ça, on voit que la similitude augmente très vite à gauche et dès que les deux rédacteurs commencent, la similitude baisse moins vite. Peut-être parce que les rédacteurs se divisent le travail. Hein. Là, on peut étudier de façon plus précise pourquoi c'est le cas. Mais on remarque que l'influence sociale, c'est une augmentation moins vite que la sélection avant leur rencontre. Donc ça, c'est une étude qu'on a fait avec Wikipédia pour la similitude. Ok, on va maintenant passer au chapitre 5. On va voir encore d'autres types de liens entre deux personnes. On va voir des relations positives et négatives. Donc, dans le chapitre 4, donc avant, on n'avait vu que des liens positifs avec des forces différentes, un lien faible ou fort, mais dans la réalité, un lien peut avoir aussi un effet opposé, peut avoir un effet négatif. Donc, ami versus ennemi ou confiance versus méfiance. Et donc, maintenant, on va étudier les propriétés des graphes avec des liens positifs et négatifs. D'abord, on va supposer des graphes complets. Donc maintenant, on va regarder un type de graphe qui s'appelle un graphe complet. C'est un graphe où chacun se connaît. Entre chaque paire, il y a un lien et ce lien peut être positif ou négatif. Et donc, on va regarder ça et on va voir comment pourrait évoluer un tel graphe. Une idée cruciale, c'est la notion de triangle ou un ensemble de trois personnes. Si je fais un triangle en trois personnes, on peut avoir différentes configurations. Par exemple, si j'ai trois personnes A, B et C, je dessine, ils peuvent tous les trois être amis. Ça, c'est une situation
stable, équilibrée. On peut aussi avoir une relation moins, moins, plus, et on peut avoir une relation de plus, plus, moins, ou une relation de moins, moins, moins. Donc on voit qu'il y a des situations plus ou moins équilibrées et des situations non équilibrées. Donc on dit par exemple, le premier triangle plus 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 est un triangle équilibré, le deuxième plus moins moins est aussi équilibré parce que B et C sont amis, B est ennemi avec A, C est ennemi avec A, donc c'est stable. Il n'y a aucune raison pour B ou C de changer son opinion. B et C, tous les deux se mettent contre A. Par contre, dans le troisième, plus, plus, moins, c'est un triangle instable. C'est-à-dire que B est ami avec A, C est ami avec A, mais ils sont ennemis entre eux. Ça, c'est bizarre, il y a quelque chose qui cloche. Et le troisième triangle, c'est un triangle où ce sont tous les trois ennemis entre eux. Donc ça, c'est les différents types de triangles qu'on peut trouver dans un graphe complet annoté. Et on va donc définir une notion là-dessus qui s'appelle équilibre structurel. Donc, un graphe est équilibré si on n'a que des triangles plus, plus, plus ou plus, moins, moins. Donc, plus, 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 c'est une situation stable. Plus, moins, moins, c'est aussi une situation stable. Donc, par exemple, ici, on a B et C sont amis, sont tous les deux ennemis avec A, c'est une situation stable. Je peux donner quelques exemples de ça. Donc, je dessine un petit graphe A, B, C, D. Je fais la connexion comme ça. Voilà. Et je mets moins, moins, plus, moins, moins, plus. Ce graphe, c'est un premier graphe. Je vais vous faire un deuxième. Après, on va les discuter. Donc, on a A, B, C, D de nouveau. On a plus, moins, moins, plus, plus, moins. Donc, si on regarde le graphe de gauche, on voit que, par exemple, A, B, C, c'est plus, moins, moins. C'est donc acceptable. A, B, D, c'est aussi plus, moins, moins. B, C, D, c'est plus, moins, moins. Et A, C, D, c'est plus, moins, moins. C'est donc un graphe équilibré à gauche. Par contre, à droite, qu'est-ce qui se passe à droite? Bon, à droite, qu'est-ce que vous pensez? Arrêtez la vidéo, pensez un petit peu. Après, redémarrer la vidéo. On voit que c'est un graphe non équilibré. On a, par exemple, A, B, C, c'est plus, plus, moins. C'est une situation instable. Donc, c'est un graphe non équilibré à droite. Donc, on peut à ce moment-là donc regarder tous les graphes, voir tous les triangles et voir s'ils sont équilibrés ou pas. On peut voir ça comme une définition locale de l'équilibre. On voudrait peut-être essayer de voir s'il n'y a pas un autre point de vue sur les graphes, un point de vue global. Et là, on tombe sur le théorème d'équilibre prouvé par un célèbre théoricien de graphes Frank Harari en 1953. Donc, si un graphe complet annoté est équilibré, alors on a deux possibilités. Ou toutes les paires de nœuds sont amis, ou on peut diviser les nœuds en deux groupes X et Y, tels que X contient uniquement des amis et Y contient uniquement des amis, et chaque membre de X est ennemi de chaque membre de Y. En fait, on a deux groupes d'amis qui sont ennemis entre eux. Et ça, c'est une propriété globale de tous les nœuds du graphe. Donc, ce théorème fait donc un lien entre la propriété locale et une propriété globale du graphe. On va faire la preuve de ce théorème. Pour prouver ce théorème, comment est-ce qu'on peut prouver ça? Eh bien, on va prendre un graphe complet annoté qui est équilibré. Donc, la condition d'équilibre est satisfaite, selon la définition locale. Et à démontrer
qu'il a la structure globale du théorème. Il y a deux possibilités. Si ce graphe n'a aucun lien négatif, c'est clair, c'est la première possibilité. On va donc supposer qu'il y a au moins un lien négatif. Après, on prend un nœud quelconque qu'on appelle A et on va regarder le graphe du point de vue de A. Et on va diviser les graphes selon A. On va prendre un groupe, définir un groupe X, le nœud A, plus les amis de A, et le groupe Y, c'est tous les ennemis de A. Alors, comme ça, on a défini deux groupes. Est-ce que X et Y satisfont le théorème? En fait, les X et Y qu'on a définis ainsi vont satisfaire le théorème, et c'est ce qui donc reste à démontrer. Donc, on doit démontrer que chaque paire dans X, ce sont des amis, chaque paire dans Y, ce sont des amis, et chaque nœud de X est ennemi avec chaque nœud de Y. Ce sont les trois choses qu'on doit démontrer en commençant avec la définition d'équilibre local, structurel. On va faire un dessin. Je prends ici le nœud A, je prends ici X, ce sont des nœuds amis avec A, je vais en prendre deux là, B et C. À droite, je vais prendre les nœuds Y qui sont ennemis avec A, comme ça. A est donc ennemi avec B, ami avec B, ami avec C, ennemi avec D, ennemi avec E. Et maintenant, on a donc une situation. On doit regarder les trois cas de figure. D'abord, pour les membres de X, qu'est-ce qui se passe entre B et C? Est-ce que B et C sont amis ou ennemis? Eh bien, si on regarde la définition d'équilibre structurel, on ne peut avoir que du plus ou du plus moins. Ici, on a déjà deux plus, AB, AC, donc le dernier BC doit être un plus. On a donc démontré le 1, le premier point. Le deuxième point, on regarde les nœuds dans Y. Là, on a D, E, ici. Est-ce que D et E sont des amis ou des ennemis? Bien, il y a déjà deux moins. On a moins avec A. Et donc, selon la définition d'équilibre structurel, le troisième doit être un plus. Il ne peut pas être un moins. Donc, ça, c'est prouvé. Et après, on a entre X et Y, on va par exemple faire un lien entre B et D. On a un plus et un moins. Et le troisième ne peut être que un moins, parce qu'on doit avoir plus, moins. On ne peut pas avoir plus, moins, plus. Donc, c'est ennemi. Donc, c'est bon, ce qu'il fallait démontrer. On a donc démontré qu'il y a effectivement deux groupes. Donc, ce théorème-là a été beaucoup utilisé en certains milieux. Il y a des exemples dans les relations internationales. Par exemple, je donne un exemple dans lequel on a beaucoup discuté, dans lequel on a beaucoup utilisé cette notion d'ennemi et ami. C'était la séparation de Bangladesh et Pakistan en 1972. Donc l'URSS et Chine sont des ennemis, Chine et Inde sont des ennemis, Inde et Pakistan sont des ennemis. Les USA voulaient améliorer les relations avec la Chine. Ils soutenaient donc les ennemis des ennemis de la Chine, devenaient amis des ennemis de la Chine, dont le Pakistan. Le Vietnam du Nord, ennemi des USA, se rapprochait de l'Inde, ennemi du Pakistan. Pakistan coupait les relations avec ceux qui reconnaissaient le Bangladesh. Chine faisait veto de l'adhérence de Bangladesh à l'ONU. On voit que tous ces raisonnements, toutes ces actions sont en accord, plus ou moins, avec le théorème d'équilibre structurel. Bon, c'est un cas très particulier, le monde réel est compliqué, mais on voit que cette notion de groupe, d'amis, d'ennemis, est une notion qui joue bien. Il y a un deuxième exemple dans les relations internationales, c'est un exemple célèbre de la Première Guerre mondiale. Là, on a un graphe, on voit 6 pays, la Grande-Bretagne, la France, la Russie, l'Italie, l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie. Ça commence à 1872 jusqu'à 1907. Donc on voit dans la première partie A,
on voit que l'Autriche-Hongrie, l'Allemagne et la Russie sont alliés. Ça s'appelle la Ligue des trois empereurs jusqu'à 81. Après, en 82, il y a eu ce qu'on appelle la triple alliance entre l'Autriche-Hongrie, l'Allemagne et l'Italie. Après, en 1890, il y a eu le lapsus germano-russe, le traité avec l'Allemagne et la Russie, on a laissé tomber. Et après, en partie D, il y a eu l'alliance franco-russe, où les Français et les Russes se sont alliés. Et en E, il y a la célèbre entente cordiale, où la France et la Grande-Bretagne se sont mis ensemble. Et après, il y a eu l'alliance britanno-russe de 1907. Et on voit bien qu'il y a deux groupes d'amis qui se sont bien mis en place contre ennemis réciproques. Et ça a mené à une guerre. Bon, ça c'est un deuxième exemple. Un troisième exemple, c'est dans un autre domaine, dans les réseaux sociaux. Il y a des relations like et dislike, confiance et méfiance, qui sont souvent utilisées entre pairs. Si j'aime quelqu'un ou j'aime pas quelqu'un, on fait des classements des produits, les opinions des autres, est-ce qu'on est d'accord ou pas. Et ces relations jouent un rôle important dans les réseaux sociaux et on pourrait par exemple poser la question, est-ce que ces relations sont transitives? Par exemple, A like B et B like C, est-ce que A like C? Mais en général, c'est possible. A est ami avec B, B est ami avec C, ou A aime les mêmes films que B, B aime les mêmes films que C, A donc plus ou moins aime les mêmes films que C. Par contre, les dislikes sont plus compliqués. A dislike B, B dislike C. Qu'est-ce qui se passe entre A et C? En fait, les deux sont possibles. S'il y a une amitié, si A déteste B, B déteste C, il est rare que A va aimer C dans la vie. Si A a confiance dans l'expertise de B avec un like, dislike, A trouve que B est un imbécile, alors B trouve que C est un imbécile, alors A va certainement pas penser que C est quelqu'un de très intelligent. Donc, même si A pense que B est un imbécile, A va penser que si B pense que C est un imbécile, que probablement C est un imbécile, et ainsi de suite. Il y a aussi une troisième possibilité, par exemple, la proximité d'opinion publique. Dans un pays où il y a une grande polarisation entre deux pôles, gauche-droite ou démocrate-républicain, alors si A est de l'autre côté de B, B est de l'autre côté de C, alors A et C sont peut-être du même côté. Donc comme ça, on voit que il y a il faut seulement prendre en compte le sens de like et dislike, les plus et les moins, mais il reste quand même les plus et les moins qui jouent dans les graphes. Ok, bon, on va essayer de faire quelque chose de plus sophistiqué maintenant. On va faire une variation qui, dans certains cas, est plus réaliste de l'équilibre structurel. On va introduire l'équilibre structurel faible. Regardons les deux cas instables. Souvenez-vous, il y avait plus, plus, moins. C'est une instabilité faible. B et C sont amis avec A, mais sont ennemis réciproques. Ou moins, 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 où ils sont tous les trois ennemis. Mais dans le cas plus, plus, moins, B et C ont un ami en commun. Malgré ça, ils sont ennemis. Mais ils n'ont aucune raison pour devenir amis. C'est donc une instabilité faible qui pourrait éventuellement devenir stable. On pourrait donc penser d'interdire plus, plus, moins parce que comme il est faible, il pourrait devenir stable, donc il ne va pas peut-être rester. Et donc, on va à ce moment-là définir un graphe complet en ET est faiblement équilibré, simplement s'il n'y a pas de plus, plus, moins. Donc, il ne peut avoir que des plus, 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 de plus, moins, moins ou de moins, moins, moins. Donc, il n'y a pas de triangle plus, plus, moins, pas d'instabilité faible. C'est-à-dire qu'on peut avoir une instabilité forte qui va rester,
de moins, 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 ou on peut avoir des deux triangles plus ou moins stables, plus, ou plus, moins, moins. Et pour l'équilibre faible, on peut généraliser le théorème d'équilibre et on arrive à un théorème très intéressant qui dit si un graphe complet en T est faiblement équilibré, alors on peut diviser ces nœuds en n groupes, pas en 2 groupes, mais en n, pour n'importe quelle valeur de n à partir de 1, tel que les nœuds dans un même groupe sont amis entre eux et les nœuds dans 2 groupes différents sont ennemis. Donc ça, c'est un théorème très intéressant. En fait, on peut dire que la véracité de ce théorème, c'est une raison intéressante, forte, pour étudier le concept d'équilibre faible. On va faire la preuve aussi de ce théorème et on va voir que c'est une preuve très intéressante parce qu'elle est récursive. Elle utilise la récursion. C'est clair parce qu'on ne connaît pas le nombre de groupes, le n groupes. Ça dépend du graphe, mais on sait qu'il y a un nombre. Donc, de nouveau, on va prendre un nœud quelconque A et tous ses amis. Ça va être notre premier groupe. Donc, je fais un petit dessin. Je fais le nœud A. Ici, à gauche, je fais tous les nœuds qui sont amis avec A. Et tous les autres nœuds, je les mets à droite. On peut vérifier que si on prend deux nœuds B et C qui sont dans le premier groupe X, qui sont amis avec A, on peut vérifier que ces nœuds doivent être amis entre eux. Ça ne peut pas être parce qu'on avait interdit le plus, moins, moins. Donc, comme ça, on veut voir que effectivement, les nœuds dans X sont des amis mutuels. Mais qu'est-ce qui se passe avec les autres nœuds? Si je prends un nœud qui n'est pas un ami de A, qui est un nœud D par exemple, qui est ennemi avec A, qu'est-ce qui se passe avec ces nœuds et l'intérieur de X, les autres nœuds dans X? Là, on a par exemple plus, moins, qu'est-ce que ça va donner? Mais là, le point d'interrogation, il doit être un moins. Exactement, de nouveau, parce qu'on avait interdit le plus, moins, ça peut être un plus, moins. Et donc, ça veut dire que tous les nœuds dans X sont ennemis avec les autres. Hein, les autres que j'ai mis à droite, que je n'ai pas mis dans un groupe. Mais tous les nœuds de X sont ennemis avec les autres et tous les membres de X sont amis mutuels. Et donc, on peut enlever X du graphe. On peut prendre tous ces nœuds-là, X, donc A plus ses amis, et les enlever du graphe. Et ce X, c'est le premier groupe. Et il y a donc un ensemble de nœuds qui reste si on fait ça. Si cet ensemble est vide, bien on a terminé, il n'y a plus aucun nœud, on a épuisé le graphe. Sinon, on peut continuer avec cet ensemble. On peut prendre cet ensemble comme étant le graphe avec lequel on commence et de nouveau faire une preuve, prendre un nœud quelconque, disons A' dans cet ensemble et de nouveau prendre tous les nœuds X' qui sont amis avec A', ainsi de suite, et tomber sur un deuxième groupe X', et on continue à ce moment-là. On enlève X', on a le nœud qui reste, et on peut continuer, et à chaque fois, on enlève un certain nombre de nœuds qui sont amis entre eux, mais qui sont ennemis avec tous les autres. Et comme on a toujours pris au moins un nœud, le nœud quelconque, il y a une diminution d'au moins un nœud de l'ensemble de nœuds qui restent à chaque fois. Et finalement, on va donc arriver à l'ensemble vide et on aurait donc n groupes, n nœuds n groupes de nœuds selon l'énoncé du théorème. Vous voyez comment ça marche? C'est une approche récursive. Et le nombre de groupes n n'est pas fixé en avance, il dépend de la structure du graphe. Et dans le monde réel, ça correspond à un système multipolaire. On a des groupements d'amis, plusieurs, 2, 3, 4, 5 ou plus, et entre les groupements, il y a une relation d'ennemis. Très bien, comme ça, je vous remercie
Et après, la semaine prochaine, on va continuer sur les structures du web et sur PageRank, les manières de faire des moteurs de recherche.